Bienvenue sur Les Achievers, le podcast où on parle vente et business. Ensemble, on va s'inspirer et apprendre des meilleurs. Alors cette saison, je vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs et de dirigeants commerciaux qui ont lancé ou lancent de nouvelles offres sur le marché. Un mardi sur deux, l'un d'entre eux nous évoquera son parcours, son business model, les stratégies go-to-market mises en place et leur réalité de la vente. Je suis Audrey Pétraud, consultante en développement commercial et je vous souhaite une très bonne écoute. Juste pour te dire, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était, je pense, il y a presque 10 ans. Et c'était Florence Cagassi-Jouni. Que j'adore. Qui est une ancienne collègue, binôme, mentor et amie, qui a participé à ce podcast. Donc, je crois que c'est l'épisode 10, qui est une personne que j'adore aussi. Elle est extraordinaire. Et elle m'avait dit à l'époque... Oh Audrey, il faut que tu rencontres Dorian. Ce mec, il est tellement smart. Tu entends sa voix? Il est tellement smart et tout. Il a créé une boîte. Ça s'appelle Ivancy. Ouais, exactement. Ouais. Je sais qu'elle m'a beaucoup aidé. Hein, parce qu'on avait rejoint un incubateur à TF1 et c'est une des premières personnes avec laquelle j'ai discuté. Ouais. Et sur l'aspect commercial, on connaissait rien. Et elle nous a aidés gratuitement, gentiment, et c'était exceptionnel. Bah, toi, ça m'étonne pas du tout. Ouais, elle est géniale, Florence, elle est géniale. Donc voilà, petit coucou à toi. Je l'ai vue il y a pas longtemps en plus. C'est vrai? Bah moi, elle doit passer à la maison, et c'est pourquoi. Vu que je t'ai avoué ça, bah je te laisse nous présenter Dorian, qui es-tu? Ouais, ben écoute, Dorian, 34 ans, donc papa depuis peu, le petit il a 16 mois, marié avec Morgane, donc ma femme, on habite aujourd'hui entre l'Espagne et la France, donc on navigue entre l'Andalousie, Paris et la Normandie. Normandie plutôt pour le côté vacances, calme, bord de mer, que j'aime beaucoup. Pourtant je suis pas normand et je connaissais pas la Normandie avant. Je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans, j'ai commencé à monter mes premières boîtes quand j'étais étudiant. Donc j'ai vendu des ceintures de pantalon qui résistent à 2200 kilos. Après j'ai vendu des arcs, des bâtons de marche qui se transforment en arcs. J'ai fait une junior entreprise externalisée. Donc j'ai monté plein de petits business pendant mes études. Et jusqu'au moment où j'ai lancé Ivancy, qui est une boîte qu'on a grandi de 0 à 130 salariés quand j'avais 25 ans. Et que j'ai revendu quelques dizaines de millions à un fonds américain qui a fait du build-up pour créer un groupe qui s'appelle Skippers. Et à l'issue de ça, j'ai créé Zelic récemment. Donc Zelic aujourd'hui c'est 15 millions de levées. La boîte elle a 2 ans mais on a levé en 1 an. 40 personnes, 7 nationalités et on veut révolutionner le métier des commerciaux. Donc voilà un peu me concernant. Donc on va dire papa, entrepreneur. Si je peux mettre 2 mots voilà me concernant. D'où ça t'est venu cet esprit entrepreneurial? Parce qu'en fait tu montes des boîtes depuis toujours. J'étais pas destiné à être entrepreneur. Moi, je viens d'une cité pauvre, bon, en tout cas où il y a un taux de pauvreté qui est assez élevé, ça s'appelle Bérennes-les-Forbach, et c'est pas forcément facile de réussir. Et anciennement des cités minières, donc mes grands-parents sont venus des différents pays pour travailler en France. Et donc cette ville-là, il y a un taux de chômage aussi qui est hyper élevé chez les jeunes, et j'avais l'ambition de réussir financièrement parlant. Et donc, en me mettant cet objectif-là de réussite, je visualisais ma Ferrari potentiellement à 30 ans. Et c'est quelque chose qui me motivait. Donc, je sais, ça peut paraître un peu bizarre ou certaines personnes vont se dire, mais pourquoi il est motivé par ça? Moi, ça me motivait parce que j'avais cette vision de la réussite qui était plutôt matérielle à l'époque, qui a changé en tout cas aujourd'hui. Et donc, quand j'ai fait mes différentes études, j'avais fait un stage de Master 1 dans une boîte, elle s'appelle BBM Équipement, et c'est le boîte commercialiste des ceintures de pantalon. Et donc là, après avoir travaillé en stage 4 mois, ça a super bien fonctionné et j'ai fait gagner au patron 40 000 € en 4 mois de stage. Et le patron me dit, écoute, donc il s'appelle Xavier, il dit, Dorian, si ça t'intéresse, post-stage, on continue de travailler ensemble. Et je lui dis, je vais créer un statut d'auto-entrepreneur, je vais revendre les ceintures en tant que distributeur et tu me commissionnes sur chaque ceinture que je vends. Et de là, j'ai fait une sorte de méthode pyramidale. Donc, j'ai pris d'autres étudiants qui vendaient la ceinture et je prenais un pourcentage sur les autres étudiants également. Et donc, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au business de cette façon-là parce qu'à la base, je voulais réussir financièrement parlant, mais je ne savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat. Et en plus, les études que j'avais commencé à faire en master, c'était pas pour être entrepreneur, c'est pour travailler à la DGSE parce que j'ai fait un master en intelligence économique. Donc, tout ce qui était veille concurrentielle. Et de finalement, de fil en aiguille, via mes stages, j'ai découvert l'entrepreneuriat. Je me suis dit, mais c'est génial, c'est trop bien. Ouais. J'arrive à créer de la valeur seul. J'arrive à faire de l'argent alors que je suis étudiant. Mon objectif se rapprochait. Et donc, j'ai fini le Master 1. J'ai fait mon Master 2 MBA à La Rochelle. J'ai monté donc la junior entreprise externalisée parce que j'ai une alternance qui s'est arrêtée. J'ai eu un licenciement économique, donc une start-up qui n'a pas réussi à lever des fonds. Et l'école a accepté de me donner ma chance et mon diplôme si je montais une boîte. Donc, je l'ai fait. Ça a plutôt bien fonctionné. Et donc, en dernière année, je me suis dit, mais ok. Donc là, j'ai fait une école de commerce qui est sympa, qui est pas mal, c'était à La Rochelle. Mais je voulais pas m'arrêter là.
Je me suis dit, je vais faire une 6e année d'études. Et donc, j'ai postulé, j'ai été accepté dans 2 MS, master spécialisés. Un à Schema, c'était en fiscalité d'entreprise, et l'autre, c'était à l'ESCP en entrepreneuriat. Et donc, j'avais à choisir entre les deux, mais franchement, fiscaliste, en fait, ça m'allait pas, ça me correspond pas. Et je pense pas que j'aurais réussi en plus. Et l'histoire, après, on peut revenir dessus, est marrante, comment j'étais accepté au diplôme. Et finalement, je suis allé à l'ESCP, donc sur le master entrepreneuriat. J'ai partagé certaines idées que j'avais, parce que le but c'était de monter sa boîte à la fin. Et de fil en aiguille, j'ai continué dans l'entrepreneuriat et j'ai monté Ivancy. Et alors du coup, juste pour le rappel, Ivancy, ça faisait quoi? Mise en relation entre des marques et des influenceurs. Donc on avait 500 000 influenceurs sur notre plateforme, référencés dans une centaine de pays. Et donc la plateforme mettait automatiquement des influenceurs en relation avec des marques en fonction de l'univers, du secteur d'activité et des appétences produits. Donc admettons que tu es L'Oréal, tu cherches des influenceurs cosmétiques sur un produit qui peut être vegan par exemple. On faisait un matching automatisé, l'influenceur recevait le produit, partageait son contenu sur les réseaux et les statistiques remontaient dans la plateforme. Donc on n'était pas une agence, c'était vraiment une plateforme automatisée avec un matching algorithmique qui mettait en relation marque et influenceur. Et c'était une expérience exceptionnelle parce qu'il y a eu une croissance rapide, on a appris beaucoup, mais ce qui est marrant, c'est que c'était pas un univers que j'aimais. Moi, l'influence marketing, c'est pas quelque chose qui me passionne. Comment t'en es arrivé à monter cette boîte-là alors? Par idée, parce que quand j'étais en stage et je vendais mes ceintures de pantalon, et je les ai données à des influenceurs sur YouTube. On parle de ça, c'est il y a plus de 10 ans, tu vois, ça doit faire entre 10 et 12 ans. Et donc quand je donnais ces ceintures de pantalon, je mettais un code promo avec PrestaShop qu'on avait comme site. Et quand je mettais mon code promo, je voyais que les gens, à l'issue des vidéos YouTube, achetaient ce produit. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, je donne des ceintures de pantalon qui résistent à 2200 kilos à des chasseurs et des pêcheurs, et ça me rapporte du chiffre d'affaires. Et donc je me suis dit, mais je fais tout de manière manuelle, c'est archaïque. Comment je peux automatiser ce que je fais aujourd'hui avec ces influenceurs chasseurs? Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais il faut que je l'automatise et que je fasse pas 2-3 collaborations, mais que j'en fasse des centaines automatiquement. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, il y a une boîte qui se lançait quelques années d'après, FameBit, qui était racheté plusieurs dizaines de millions par Google, donc par la filiale YouTube. Et je me suis dit que j'allais faire un copycat de cette boîte-là, mais version française. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée. Ce stage, je pense que ça a été un des stages les plus rentables de ta vie. Ah, clairement. En plus, il devait pas être rémunéré à la base. J'ai finalement été payé. Avec l'argent que tu il m'as apporté apporté. beaucoup. Il m'a apporté beaucoup. Ouais. Non, c'est dingue. Ok, donc ça c'est Ivancy. Donc Ivancy, au bout d'un moment, tu décides de racheter. Ouais. T'es approché, ça se passe comment? On fait des levées de fonds. On lève 6,5 millions en 3 ans et demi, 4 ans de boîte, entre le dilutif et le non dilutif. Et donc on fait une croissance rapide. Et en plus, le Covid a accéléré les réseaux sociaux parce que les gens passaient 6 heures par jour sur les réseaux. Et les marques arrêtaient les budgets communication et télé, mais mettaient les budgets dans les influenceurs qui pouvaient encore recevoir des produits. Oui. Et donc, en fait, on a une accélération du business. Moi, ma vision, c'était de dire que chaque personne sur Terre est influente, avec un scoring par personne, et de se dire, en fait, si même une personne a 10 abonnés, mais dans ces 10 abonnés, c'est spécifique et ça correspond au produit, ça peut fonctionner. Ça, c'était ma vision. Et donc, on lève des fonds, je rachète une boîte, elle s'appelle Lucette, où TF1 avait investi dedans. C'était pas de l'influence marketing, mais plutôt du consommateur influenceur. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas d'abonnés, on leur renvoie un produit, ils vont mettre une review, ils vont mettre un avis sur des sites. Les anciens UGC, en fait. Exactement. Et donc, je rachète cette boîte-là, qui allait plutôt mal à l'époque. Et donc, je fais un build-up avec Ivancy et je crée une nouvelle offre qui est, je génère plus, en fait, des photos ou des vidéos, je génère des avis e-commerce. On continue d'aller sur ma vision de tout le monde est influent. Et là, je me dis, je vais lever entre 10 et 20 millions d'euros. Je vais faire une nouvelle levée de fonds pour continuer de grandir la boîte, essayer d'atteindre le statut de licorne. Alors, c'était pas sur cette levée-là parce que j'aurais pas eu la valo, potentiellement celle d'après ou encore celle d'après. Et en fait, je me lance en roadshow. Donc, c'est-à-dire que je me lance pour faire une levée de fonds. Je me fais accompagner par un cabinet M&A qui gère les fusions, les acquisitions, les levées de fonds. Et pendant ce roadshow-là, au bout de 2 semaines, je suis contacté par un fonds d'investissement américain qui me fait une proposition de me rencontrer. Et donc, je demande à mon cabinet, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça vaut le coup que je les rencontre ou pas? On n'est pas en vente de la société, on est en levée de fonds. Et mon cabinet me dit, écoute, Dorian, ne sois pas fermé, sois ouvert et fais cette rencontre-là, discute avec, ça coûte rien, à part 1 heure de ton temps. Et donc, le fonds me dit, écoute, nous, on a une antenne à Londres, on vient sur Paris la semaine prochaine, est-ce que t'es dispo? Et donc, je réponds, écoute, avec plaisir pour se rencontrer et échanger sur ma vision du business. Je fais ce meeting-là, ça se passe super bien, je monte mes ambitions et il me dit, écoute, je pense que tu vas fitter avec le CEO du groupe, qui est Olivier Mouillet, et il faut que tu le rencontres.
Et donc je dis écoute, mets-moi en relation, avec plaisir pour rencontrer Olivier. Et quand je rencontre Olivier, humainement un vrai match humain, et il me dit écoute Dorian, t'es en train de lever 10 à 20, moi j'ai 150 millions aujourd'hui, et je crée le groupe leader en ce moment même. Est-ce que tu veux faire partie? Je dis écoute, moi je suis pas à vendre, mais fais-moi une proposition, et je regarde la proposition. Et il me fait une proposition dans la foulée, pendant le meeting. D'accord, je suis à vendre. Et, et là, je lui dis bon, écoute, on va discuter des conditions, mais je suis pas fermé. Je suis pas fermé. Et donc finalement, après discussion, on a décidé de vendre la boîte. Et je l'ai vendue pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que je n'étais pas passionné du secteur. Donc en fait, je me voyais pas encore travailler pendant 10 ans dans le secteur d'activité et j'étais pas passionné. La deuxième des raisons, c'est de me dire en fait, la proposition de valeur qui me donnait était intéressante, pas que pour moi financièrement, mais pour les équipes. Parce qu'en fait, créer ce groupe-là, ce build-up sur cette vision avec beaucoup plus d'argent, je trouvais qu'à vivre, c'était intéressant. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les build-up, qu'on reste ou qu'on reste pas, à vivre, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, je me dis, bon, l'histoire fait sens pour les équipes, en tout cas, également. Et donc, ils auront quelque chose à raconter plus tard et à apprendre. Et donc, je me suis dit, tous les critères sont positifs. J'ai aucune raison de pas vendre la boîte. Et donc, on est rentré dans ce process de vente. Tu vends Ivancy et Zelliq, ça naît comment en fait? Tu récupères une belle petite enveloppe pour te dire oui, je pars en Espagne et puis en fait je me la coule douce. Pourquoi tu décides de créer Zelliq? Alors en fait quand j'ai fait l'exit, je suis resté 1 an dans le groupe parce que nous on était 130 chez Ivancy et je voulais vivre c'est quoi le développement d'une boîte de 550 salariés. Donc je suis resté 1 an. Ça m'a permis d'accompagner mes salariés dans cette vente où j'étais disponible encore pour échanger avec eux. Et au bout d'1 an, en fait, j'avais pas d'obligation de rester, mais au bout d'1 an, je me suis dit bon, j'ai envie de partir, j'ai envie de voir d'autres choses, j'ai fait ce que j'avais à faire, je veux partir. Et en plus, j'étais plus le patron du groupe. Moi, je reportais au CEO, j'étais son bras droit sur l'Europe, mais c'est pas quelque chose qui m'excitait au quotidien. Et donc, je me dis bon, je pars, donc on se met d'accord, Et une fois que je suis parti, je me retrouve pendant 6 mois à réfléchir à c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? J'ai 30 ans, j'ai eu la chance de gagner de l'argent, j'ai plus d'obligation de travailler. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et donc, je me pose plein de questions, j'ai plein d'idées, j'écris sur un tableau toutes mes idées. Et là, ma femme, elle me dit, en fait, au bout de 5-6 mois, écoute, t'es chiant, tu me saoules. T'as trop d'idées, fais quelque chose de ta vie, mais c'est plus possible, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde travaille autour de toi. Et moi, mon ancien cofondateur a décidé d'être écrivain et il s'est mis dans l'écriture. Mais moi, j'avais pas de projet. J'ai pas eu le temps, en fait, de réfléchir à c'était quoi l'après. Ce qui est une grosse erreur. Et donc, je me suis ennuyé. Donc, après, j'ai eu d'autres passions. Je me suis mis au BD, au manga, à jouer à des figurines stratégiques, des jeux vidéo. J'ai fait du paddle, j'ai fait du golf. J'allais voir des nutritionnistes. Franchement, je m'occupais. Il fallait bien que je passe mon temps, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, mais c'est dommage de pas capitaliser sur le réseau que j'ai développé, ce que je connais, parce qu'à l'époque, je connaissais rien. J'ai tout appris et j'ai tellement travaillé pour apprendre ces choses-là que ne plus rien faire, c'est hyper dommage. Et je me suis dit, je vais me relancer dans une aventure. Et en mettant mes idées sur le tableau, l'idée la plus importante, c'était faire quelque chose que j'aime. Parce que je n'aimais pas avant. J'ai aimé l'aventure entrepreneuriale, mais j'ai pas aimé le secteur. Donc, qu'est-ce qui va me driver pendant les 8 prochaines années? Ça, c'était ma question. Donc, j'ai fait des vies ma vie avec des personnes. J'ai fait des vies ma vie pour comprendre qu'est-ce que eux ils faisaient, c'est quoi leur quotidien. Et donc, j'ai eu des idées de monter des boîtes dans l'immobilier, des chaînes de restaurants. J'ai eu plein d'idées. Et là, je me suis dit, est-ce que je me vois gérer un restaurant? Oh, non. Mais j'ai une idée qui est pas mal, mais non. Est-ce que je me vois faire de l'IMO à titre perso un petit peu? Ouais, mais en faire une start-up dedans, pas forcément. Et qu'est-ce que j'aime? J'aime manger, mais je veux pas gérer de resto. J'avais pas d'autres idées. J'aime le sport, mais j'avais pas d'autres idées. Et je me dis en fait, j'aime les commerciaux parce que moi j'aimais vendre. Oui. Voilà. Moi, j'adore vendre. Au bon endroit. J'adore, c'est une passion. Vendre, c'est une passion. En fait, pour moi, c'est un jeu. Ça m'amuse. Et donc, je me dis, j'aime les commerciaux. Mais les commerciaux chez Ivancy que j'ai géré, j'en ai eu beaucoup. À la fin, je crois que j'en avais 40. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils utilisaient? C'est quoi leur problématique? Problématique, ils utilisent 10 outils. Donc, ils ont un ramp-up, donc le temps de devenir bon, qui est hyper lent. L'onboarding prend du temps. Le coût, c'était 5 000 € par personne par an quand je cumulais les outils. Je me dis, mais c'est pas possible. Les commerciaux, juste eux utilisent 10 outils.
On parle de Chief Revenue Officer, de CRO, patron du business, qui gère le marketing, les sales et les customer success, donc les chefs de projet, la prévente. Et je me dis, si tu cumules tous ces outils, t'es encore à 15 ou à 20 outils. Et donc, je me suis dit, en fait, il faut que je monte une boîte qui réunit l'intégralité des sujets business dans un outil pour plus de perdre d'informations et améliorer leur quotidien. Mais je me dis, je peux pas tout créer d'un coup. Il faut que je rentre par une brique qui est la brique sales avant de rentrer sur les autres étapes, qui est ma vision. Et donc, je regarde le marché, je vois des belles boîtes et je vois une belle boîte américaine, Apollo. Que j'utilisais à l'époque. Apollo.io, ouais. Exactement. Qui te donne de la donnée, qui permet de prospecter. Et cette boîte-là, elle a une croissance fulgurante. Et je me dis, mais moi, j'adore les copycats. Il n'y a pas de raison que je fasse pas mieux qu'eux. La boîte, elle existe depuis 10 ans. Elle fait plus de 100 millions de chiffre d'affaires, croissance rapide. Mais un produit il y a 10 ans et un produit aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Il n'y a plus les mêmes techno. Il n'y a plus les mêmes façons de travailler. On pense plus l'UX de la même façon. Il y a l'IA qui rentre en jeu. Et en fait, je me dis, c'est le moment pour moi de créer une boîte pour les commerciaux aujourd'hui. Donc, je me lance. Alors, j'ai sauté une étape, mais la première idée que j'avais pour les commerciaux, c'était pas celle-là. Ça a pris 3 à 4 mois à ce que j'ai cette idée-là. La première, c'était de concurrencer Téléperformance et Webhelp. Donc, de rajouter de la tech dans des boîtes qui gèrent de la prospection ou du service support. J'ai cette idée, mais je me dis, quelle tech je peux rajouter? Je sais pas. Je parle à des business angels que je connais, à un fonds d'investissement, et je lève 5 millions d'euros en 2 semaines sur une idée, sans PowerPoint, sans BP, sans rien. Et donc, une fois que j'ai eu l'argent, ben là, je me suis focus sur le marché, et donc j'ai pris la direction de Apollo.io, et ensuite j'ai relevé 10 millions d'euros, 9 millions de dollars il y a quelques mois, c'était en mai cette année, pour continuer de développer Zelic. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent concrètement ce qu'offre Zelic à l'heure actuelle? Ouais. Il y a 2 briques chez Zelic. C'est un outil qui permet de mieux prospecter. Et pour mieux prospecter, il faut avoir la bonne donnée, le bon numéro de téléphone et le bon mail, et les bons moyens de prospection. Donc, c'est-à-dire les appels téléphoniques, la prospection multicanal avec des séquences email, LinkedIn. Et donc, je réunis le meilleur des 2 mondes, parce qu'aujourd'hui, ce que les commerciaux font, ils vont utiliser des solutions de data, comme Casper, Lusha, Conism, Zoomafo, il y en a tant d'autres. Et après, ils vont utiliser le CRM qui peut être HubSpot, Salesforce ou Pipedrive. Ensuite, pour la téléphonie, ils vont utiliser soit HubSpot sur la VoIP, soit ils vont utiliser Aircode, Ringover ou autre, On-Off ou autre. Ensuite, ils vont se dire, OK, ils vont utiliser d'autres plugins, des extensions. Ils vont avoir, pour une boîte un peu mature, Salesloft, Outreach ou Gong. Puis ils vont avoir un Lemlist, un Reply, un Woodpecker. C'est un cauchemar. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il faut que je monte quelque chose où on utilise un seul outil. Et donc, j'ai essayé de prendre le meilleur des différentes boîtes pour construire Zelic. Et donc, Zelic te permet en une phrase d'améliorer ta prospection et d'augmenter ton nombre de bookings, ton nombre de meetings. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des clients types que vous allez cibler, un type de structure? Ouais, alors Zelic, c'est vraiment destiné au mid-market. Donc c'est le marché qu'on veut adresser. Après, c'est du B2B. On vise principalement les boîtes B2B. Et dans les pays, on a 2 façons de travailler. On a du PLG, du SLG, mais je vais expliquer. Le PLG, c'est Product-Led Growth, c'est-à-dire qu'une personne peut arriver dans le produit, mettre sa carte de crédit et payer automatiquement sans interaction humaine. Et ensuite, il y a le SLG, c'est Sales-Led Growth, c'est-à-dire qu'un commercial va vendre la solution. Donc il y a 2 aspects. Sur la partie sales, c'est US et France. Donc où on pitch Zelic pour essayer de gagner des clients. Sur la partie PLG, c'est avec du marketing, et donc là il y a de l'automation, et en fait on a des clients partout dans le monde qui viennent aujourd'hui et qui prennent un abonnement Zelic pour travailler. Donc le gros pour nous, c'est vraiment des boîtes mid-market, du B2B, mais après il n'y a pas de verticale précise avec lesquelles on travaille. On est encore en test and learn, on est encore en A/B test, donc je pourrais pas te dire aujourd'hui ça c'est ma verticale qui fonctionne le mieux, parce que je suis en train de le découvrir encore. Ok, très clair. Et comment tu réalises ton chiffre d'affaires? C'est un abonnement? Ouais, c'est un abonnement à la licence. Chaque boîte prend un abonnement à la licence, et donc admettons que tu es une équipe commerciale, tu as 3 commerciaux, ça va te coûter 4 500 par an, et avec ces abonnements-là, tu vas pouvoir avoir de la donnée, prospecter, être corrélé à ton CRM, parce que par exemple avec HubSpot, on a une version bilatérale. Donc tout ce qui va dans HubSpot va dans Zelic, tout ce qui va dans Zelic va dans HubSpot, pour que en fait tu puisses scinder les deux. Une des problématiques des équipes commerciales, c'est que la donnée CRM n'est jamais bonne. Et en fait, tu veux pas la polluer, ta donnée CRM. Donc en général, tu coupes les ponts.
Exactement. Et donc, nous, on permet en fait de faire attention à ça pour pas polluer son CRM. Et donc là, on est dans une brique très sales. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que l'ambition, c'était vraiment de développer sur toutes les équipes revenus, donc produits, mais également marketing, mais également customer success. C'est quoi les prochaines évolutions? C'est quoi les prochaines features que tu as en tête? Écoute, là, pendant un an encore, 2025, je vais être focus sales, parce que mon but, c'est d'être le meilleur outil d'abord pour les commerciaux, avant d'aller sur les autres métiers. Je veux être bon là-dessus. Et je veux qu'on se dise Zelic est la meilleure plateforme que je dois utiliser, toute boîte data et prospection confondue. Une fois que j'aurai réussi ça, je vais commencer à m'ouvrir aux autres métiers, et après, il faut que je décide quel premier métier je veux mettre en place. Donc, la vision, c'est de me dire, toutes les équipes GTM go-to-market travaillent au même endroit. Et je fluidifie l'intégralité des informations pour avoir beaucoup plus de performance dans mon quotidien et une meilleure gestion. C'est de l'enfer. Aujourd'hui, tu demandes au marketing combien t'as dépensé en budget, combien de leads ça t'a apporté, combien de leads qualifiés, c'est quoi la RR que t'as signé, c'est quoi ton pipe. Et ok, là tu l'as signé, t'as dépensé tant, mais ton client il reste combien de temps? En fait, c'est un enfer. Et ça, c'est ce que je veux réussir à travailler par la suite. Mais là, en 2025, encore un vrai focus prospection. Et après, j'irai vers les autres métiers. Ouais. Tout à l'heure, je voulais te poser une question. On va revenir un petit peu en arrière, donc désolé pour les gens qui nous écoutent. Ouais, pas de souci. Ouais. Tu parlais de tes levées de fonds pour Zelic. Ouais. Est-ce que tu penses que ton expérience à Evency t'a aidé en fait à lever des fonds, ou j'imagine que tu as levé des fonds auprès de business angel ou de fonds que tu connaissais déjà? Ouais, clairement. Ça m'a beaucoup aidé parce qu'à l'époque d'Ivancy, j'ai galéré. J'ai galéré à lever des fonds. C'était dur, même lever 300 000 euros, j'avais des difficultés. Je me rappelle, à l'époque d'Ivancy, je voulais lever 1 million, j'ai pas réussi. Je voulais lever 600 000, j'ai pas réussi. Et finalement, j'ai levé 300 000. Mais pour la première levée de fonds, j'ai complété avec BPI et la banque, donc ça m'a rajouté 130 000 euros de plus. Donc c'était 430 000. Mais en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que, en fait, j'avais pas d'expérience. Malgré les petites boîtes que j'avais montées, j'étais pas reconnu. C'était nouveau, tout était nouveau en fait. C'était ma première boîte tech. Et donc là, pour Zelic, c'était complètement différent parce que les gens me connaissaient déjà. Je leur avais déjà pitché à Evency. Ils avaient vu que j'avais déjà fait une acquisition et un exit. Donc j'étais déjà visible. Et grâce à ça, ça m'a permis beaucoup plus facilement de lever des fonds. Aujourd'hui, il y a des fondeurs qui font peut-être 2-3 millions de chiffre d'affaires, qui vont lever 3 millions d'euros et ils vont passer 6 mois à essayer de lever des fonds. Alors que moi, je viens avec rien et j'ai pu le lever sur une vision lointaine, sans document, quoi. Mais tu vois, moi, c'est ce qui m'impressionne vachement avec ton parcours. On dévie un petit peu du cours de l'entretien, mais je pense que c'est important parce que tu nous expliques que tu venais d'une région, une ancienne région minière. Oui, certes, t'as fait de belles études, mais quand t'arrives à Paris dans tout cet écosystème, comment tu te sens et comment tu comprends les codes, comment tu te mets en relation, comment tu te crées un réseau? Alors, en termes d'études, j'ai fait 2 ans de DUT à Nancy, un bachelor en Lituanie, un master à Poitiers, un double master à La Rochelle et ma 6e année d'études à Paris. Mon but, c'est de me dire chaque année, j'essaie de faire une meilleure école et de me donner les moyens pour avoir une meilleure école avec plus de réseaux. C'était mon objectif. Ok. Ensuite, ce qui me motivait, c'était j'avais ma vision et mon ambition de réussir professionnellement parlant, donc je travaillais beaucoup. Et j'ai pas peur de l'échec. J'ai redoublé 2 fois, j'ai redoublé à 6e, j'ai redoublé au bac. Donc j'ai eu des échecs scolaires, mais en fait ça m'a jamais arrêté parce que c'est juste que je voulais être sportif professionnel, mais j'avais pas le niveau, mais j'essayais. Et donc en fait j'étais pas motivé à l'époque par les cours. C'est pas que j'étais pas bon, c'est que j'étais pas motivé. Et le jour en fait où je me suis rendu compte que sportif pro, c'était pas pour moi, je me suis dit je vais me remettre dans l'école et je vais bien bosser quand même à l'école. Quel sport au passage? Je faisais du basket. C'est vrai? Ouais. Ok. T'as quelle position? Meneur. Avec ma taille, je peux que être meneur. Et j'ai joué à un bon niveau. J'étais en pôle France, en cadet France basket. Donc c'était à Longwy, mais j'étais pas dans le 5 de base. Mais franchement, je me débrouillais bien. Mais j'avais pas ce niveau-là. Peut-être, franchement, si je m'étais acharné, j'aurais peut-être joué en national. National 3. Allez, si j'avais forcé, je serais devenu excellent. Pourquoi pas national 2? Mais max du max. Tu vas pas gagner énormément d'argent. Si tu te blesses, c'est compliqué. Et donc je me suis dit, je vais me remettre à fond dans les études. Et donc là, j'ai travaillé. Et en plus, quand t'es en université, potentiellement, t'as choisi ce que tu veux faire. Donc les matières, tu les préfères. Alors qu'au collège et au lycée, c'est imposé. T'as un tronc commun T'as un tronc commun et ça m'intéressait moins. Mais à partir du moment où j'ai trouvé ce qui m'intéressait, j'ai réussi à être focus et à beaucoup travailler. Et donc le réseau, je l'ai développé parce que quand j'ai monté mes premières boîtes, j'allais voir les directeurs de programme, je leur disais je veux être entrepreneur, étudiant entrepreneur. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez mettre en contact avec des journalistes, avec des gens? Et je me rappelle, j'ai eu plein d'articles quand j'étais à La Rochelle, étudiant entrepreneur dans le Poitou-Charentes. Je l'ai eu dans le Républicain Lorrain.
Et donc, c'était marrant parce que j'essayais, et quand t'es étudiant, t'as aucune raison d'avoir peur. T'es étudiant. Tu sais que tu fais des études et plus tard, tu sais pas ce que tu vas faire. Donc, t'as pas peur de l'échec. Et donc, j'essayais, et de fil en aiguille, j'apprenais, je tombais, je me relevais, et j'apprenais. Par contre, je pense qu'il m'a vraiment fait réussir, c'est j'ai peur de rien. C'est-à-dire que, moi, tomber, je m'en fous, la porte, elle est fermée, je mets un coup de pied dedans, je m'en fous. Et 2, j'ai une capacité de travail qui est un peu hors norme. Et c'est-à-dire que, par exemple, pour Ivancy, les 3 premières années, j'ai bossé du lundi au dimanche de 8h du matin à 2h du matin. Sans vacances, en week-end. Donc, je me suis cramé, clairement, mais j'ai énormément appris. Et je pense que cette capacité de travail et d'apprentissage m'a permis, en fait, de me développer. Et donc, je pense, selon moi, que si t'es issu d'un milieu peut-être un peu plus favorable, ce sera beaucoup plus facile. Mais est-ce que ces gens ont autant la rage que moi, ce que j'ai pu avoir? Je pense pas. Pourquoi pas? Mais en tout cas, moi, ça m'a motivé de me dire, je débarque de nulle part, je vais pousser, je vais réussir. Il y a pas d'entrepreneur dans ma famille, il y a personne qui a fait des études, mais je vais pousser les portes pour réussir. Et je pense que tout est possible sur Terre, si tu veux. Si tu le veux, tout est possible. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais du coup, en fait, t'as pas eu peur, t'es arrivé dans tout cet écosystème qui était assez loin en fait de ce que t'avais connu, et c'est surtout que t'as pas peur, que t'avais très 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 envie de réussir. Ouais, je dis même j'avais faim. Ouais. Ce que j'aime particulièrement de ton profil, c'est que t'as un profil dirigeant-vendeur. Ouais. Dans la tech, t'as souvent des dirigeants, mais qui vont être plutôt tech, qui vont être à l'origine de la tech et qui vont avoir du mal à vendre, tu vois. Et bon, je suis un peu biaisé parce que pour moi, un dirigeant doit savoir vendre. Mais toi, t'as toujours fait tes premières ventes. Toujours, ouais. Et alors, comment t'as recruté ton premier sales? T'as vendu, tu sais que... Le tout premier chez Ivancy ou là chez Zelic? Chez Ivancy et chez Zelic. Alors, chez Ivancy, je signe les 300 premiers 1000 € tout seul. Donc, je fais le cold calling, j'appelle les boîtes, je les signe, je fais tout seul. J'arrive à un moment où je suis fatigué. Et mes business angels, ils me disent, Dorian, c'est pas possible que la boîte elle repose sur toi. T'es un bon dirigeant qui sait vendre, mais t'es pas un bon manager pour recruter des commerciaux aujourd'hui. C'est dommage. Et ils me disent en fait, tu ne pourras pas scale ta boîte sur toi. C'est intéressant ce qu'ils me disent. Moi, je débarquais, je leur dis mais attends, je te signe 300 000, là j'ai encore dans le pipe peut-être 400 000. Ça t'a fait mal à l'ego? Ouais, un peu. Ouais. Et je me dis en fait, mais c'est pas con ce qu'ils me disent, que je vais pas réussir à scale tout seul. Et donc ils me disent il faut recruter. Et j'avais fait un premier recrutement en plus que j'avais essayé, que j'avais raté. Et là, je me dis, je vais essayer de bien recruter. Et je pense que je me suis basé, alors maintenant ça remonte un petit peu, mais sur le bagou. Et est-ce que je me voyais dans cette personne-là? Et est-ce que je me disais que cette personne-là, elle allait avoir la capacité de vendre? Parce que je suis bon vendeur, mais je suis pas le bon manager à former un vendeur. Ok. Je suis pas patient. Quand tu dis, est-ce que je me voyais dans cette personne-là, tu cherchais une personne qui potentiellement avait ton même style de vente? Alors, pas le même style de vente, mais une personne qui allait avoir du bagou pendant une démo produit ou une facilité d'échange en tout cas. Et donc, j'ai recruté les premières personnes comme ça. J'en ai eu quelques-unes et c'était des juniors. Hein. Donc, ils avaient pas d'expérience, mais je leur faisais faire des tests pendant l'interview et je me rappelle, je faisais faire le test « Vends-moi ton stylo ». Tu vois, un peu les tests basiques. Tu vois, allez, c'est bon, je sors de rien. Dans les films, tu vois. Mais j'avais pas d'expérience. Oui, c'est normal. Et j'étais pas RH, j'avais pas beaucoup recruté, pas énormément. Ouais. Et en fait, en fonction de ça, je voyais est-ce que la personne stressait, est-ce qu'elle allait essayer de me vendre son stylo, c'était quoi les arguments, est-ce qu'elle me faisait une phase de découverte. Ouais. Et tu vois, je regardais un peu comment elle s'appropriait en tout cas cette étude de cas. Et donc, j'ai recruté les premières personnes. Et après, j'ai Vincent, qui est encore chez Zelic là aujourd'hui, que j'ai repris. Qui avait fait requête internet, une bonne expérience, qui avait monté sa boîte, levé des fonds, mais qui avait pas réussi d'un point de vue entrepreneurial. Mais il était excellent. Et quand je dis à Vincent, il était dans le même incubateur que moi, je dis Vincent, en fait, je cherche un head of sales, est-ce que tu connais quelqu'un? Il me dit, écoute, potentiellement, ça peut m'intéresser, on va arrêter notre boîte. Et donc, on recrute Vincent, et Vincent, donc, il arrive au tout début de l'équipe commerciale, il est arrivé 3 à 4 mois après les premiers commerciaux, et il prend la main dessus, et un excellent manager qui les fait grandir, qui sélectionne bien, et il m'a aidé à développer la partie commerciale. Et donc, j'ai appris avec le management de Vincent sur les commerciaux, à le voir faire, parce que moi, j'ai pas cette patience-là. Et donc, c'était super intéressant. Donc ça, c'est les premiers commerciaux que j'ai recrutés chez Ivancy. Et chez Zelic, l'idée de base était plutôt de faire de la prospection à la téléperformance. Donc, j'ai recruté des premières alternantes que j'ai coachées pour faire cette prospection téléphonique et vendre.
J'ai pris Gaëtan, qui était stagiaire SDR chez Ivancy à l'époque. Je l'ai pris en alternant SDR, là, chez Zelic. Il finissait ses études. En fait, il a fait stagiaire quelques mois. Il a fait 2 alternances, où il est parti. Ouais. Et il est venu me voir, il m'a dit, Doran, j'ai vu que tu montais une boîte. Je dis, bah, vas-y, Gaëtan, écoute, je vais avoir confiance en toi, viens. Et là, il est passé, en plus, compte exécutif. Donc, il a fait SDR, Team Lead, SDR, AE. Donc ça, c'est les premières personnes que j'ai recrutées. Et ensuite, là, j'ai repris Vincent pour restructurer, parce qu'il y avait juste Gaëtan en tant qu'AE, quelques SDR, donc j'ai pris un team lead SDR, et j'ai repris Vincent pour restructurer l'équipe comme je l'avais fait à l'époque. Une équipe qui marche bien, t'as dupliqué, quoi. En fait, ce qui fonctionnait, je l'ai remis en place. Mais c'est cool, ça veut dire beaucoup de choses aussi je pense que la relation que t'as pu créer avec tes anciennes équipes pour qu'elles aient envie de revenir. Ouais, je m'entends super, mais il y a combien de personnes d'Ivancy qui sont revenues? Gaëtan, Vincent, Lucas, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oh, peut-être, je sais plus. Bon, en tout cas, t'as 3. Tu l'as oublié, ouais, voilà, bon, tu m'excuseras, mais t'as 3 à 4 personnes, en tout cas, d'Ivancy, là, qui sont revenus chez Elix, donc c'est génial. Et potentiellement d'autres. Ok. Bah alors. Et Raphaël, en ce moment, qui travaille avec nous aussi, là. Ok, qui est aussi au niveau commercial. Qui est marketing. C'est très cool. Alors, du coup, l'organisation commerciale, aujourd'hui, c'est un head of sales, team lead. Ouais, un head of sales qui a 2 AE en direct, un team lead SDR qui a 4 SDR. Et customer success? On en a 2. On a Marion et Camille. Et vous organisez également en revenu avec une personne qui va tout chapeauter, ou pour l'instant, c'est toi qui gères cet aspect-là? Non, c'est Vincent. En fait, Vincent, il gère aujourd'hui les sales et les CSM. Et là, j'ai un CMO qui arrive, donc il va gérer la partie marketing, et qui arrive en janvier. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe une vente chez Zelic? Ouais, bien sûr. On a différents meetings qui sont mis en place, le R1, le R2, le R3. Donc le R1, c'est plutôt une phase de découverte où on pose des questions pour savoir quel est le besoin. Le R2, on va plutôt faire une démo, et le R3, on va plutôt faire une discussion sur le closing du deal. Donc ça se passe en 3 étapes. Le cycle de vente dépend de la taille de la boîte. Ça peut être une semaine, ça peut être jusqu'à 3 mois. Donc ça dépend en fait du besoin, du cycle de vente, de la taille de la boîte, de la taille des équipes ou autre. Et donc dessus, on essaie d'apporter une valeur ajoutée pendant le meeting sur répondre à un réel besoin. Et ce qu'on se dit aujourd'hui avec les équipes, c'est qu'on veut pas vendre un outil qui ne correspond pas à un besoin. Parce que signer, c'est bien, mais la rétention, c'est super important. Et c'est vrai qu'au début, quand tu lances ta boîte, et franchement, les premières ventes qu'on a pu faire, c'est des ventes un peu test. Tu vois, on va tester, on va voir est-ce qu'il y a de l'appétence, si on n'a pas, tu prends tout. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on commence à avoir une croissance rapide et un produit qui est stable, le but, c'est vraiment de signer dans notre ICP. Donc, idéal customer profile. Auprès de CRO, VP Sales, Head of Sales, Head of SDR, Team Lead SDR, c'est les gens c'est les buyers, quoi, les acheteurs. Le quotidien des sales aujourd'hui, il s'organise comment? Parce que, alors, pour la petite info, c'est qu'aujourd'hui, on est dans les locaux de Zelic. Et il n'y a que des commerciaux, quasiment. Ouais. Le reste de l'équipe est en remote. Aujourd'hui, comment ça se passe pour ces commerciaux? Ils ont différents meetings, que ce soit des stand-up, que ce soit des reviews de pipe. Donc, ils ont des objectifs hebdo et mensuels à atteindre. Qui sont différents en fonction du SDR qui fait la prospection ou de l'AE qui doit signer. L'AE, il est plutôt sur des objectifs trimestriels avec un plan annuel. Et on fait pas mal de binômes entre le SDR et l'AE pour créer cette connexion qui est super importante entre les deux. Mais l'AE doit continuer de prospecter. Et donc on appelle ça, moi j'appelle ça des squads. Vincent il appelle ça un peu différemment. Mais c'est de me dire en fait chaque AE, compte exécutif qui fait du closing, il a 2 SDR qui fait de la prospection pour lui, mais lui-même doit également faire de la prospection dans son temps. Et ça c'est une vraie question philosophique. Tu sais? Ouais. Alors, explique-nous pourquoi. Pour moi, c'est important qu'il fasse au moins 15 à 20% de son temps, l'AE de la prospection. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, le métier d'SDR est un métier dur. C'est fatigant. Il faut que l'AE puisse comprendre à quel point le métier est fatigant. Si le SDR est malade, ou s'il fonctionne pas, l'AE doit avoir la capacité de prendre des meetings également de son côté. Et je pense que pour mieux comprendre le métier d'SDR, pour faire un meilleur binôme, il doit lui-même faire de la prospection. Ah, c'est intéressant. Je l'avais pas vu comme ça. Moi, je le voyais plus dans. Je pense que quand t'es commerciaux, tu dois toujours savoir prospecter, et un account exécutif reste un commercial. Clairement, et t'as de plus en plus de commerciaux 360, des BDR. Mais ma vision est un peu différente. Moi, j'aime pas le 360.
J'aime pas. Je sais que les boîtes, ils viennent beaucoup parce qu'il y a une question de coût, de budget, mais surtout, elles ne savent pas gérer des SDR, la plupart des boîtes, parce que c'est un métier qui est pas facile à prendre en main. Et moi, je suis plutôt sur l'hyper spécialisation. Si tu veux être bon, tu fais une chose. C'est pas faux, mais je pense que c'est aussi très applicable au monde du SaaS. Moi, je pense que ça peut fonctionner quand même. En fait, je pense que ça dépend de ton pitch, de ton pipe, de qui tu sélectionnes, de pourquoi. Est-ce que tu as des intents, tu as des intentions d'achat potentielles? Est-ce que les personnes ont visité ton site internet? Est-ce que la personne a changé de job? En fait, je pense qu'il y a énormément de choses à faire et quel que soit ton secteur d'activité, tu peux être pertinent. Mais c'est dur, hein. Parfois, c'est peut-être un peu plus dur qu'une boîte un peu sexy qui a levé ou qui est un peu plus visible. Mais je pense que décrocher son téléphone et appeler peut quand même fonctionner. Donc là, on parlait de l'organisation. Le système de rémunération, ça se passe comment pour un SDR et un AE en moyenne? Ouais, fixe plus variable pour les deux. Okay. Le variable sur le SDR, il est relié aux opportunités qu'il va dégager. D'accord. Donc aujourd'hui, on le relie pas au chiffre d'affaires généré, mais plutôt aux opportunités, c'est-à-dire qu'il a pris un rendez-vous. Ce qui est plus juste. Parce que le chiffre d'affaires, il en est plus maître. Il en est plus maître. Mais on pourrait potentiellement corréler et lui donner un autre bonus supplémentaire en lui disant, t'as l'opportunité plus un petit pourcentage sur le chiffre d'affaires signé qui le pousse à prendre des rendez-vous de bonne qualité. Et sur l'AE, en fait, lui, donc, il a ses objectifs trimestriels, il prend un pourcentage qui peut être 7, 8, 9, 10% D'accord. ou autre. Et donc, en fait, il y a une accélération de son pourcentage s'il dépasse les objectifs. Donc il y a un booster qu'on met en D'accord. place pour réussir à le motiver. Moi, dans ce que je crois beaucoup, en tout cas pour un nœud compte exécutif, c'est 50% de fixe. Donc par exemple 40 fixes et 40 de variables, 50% de variables. Déplafonné ? Déplafonné avec accélération. Et ça, j'y crois beaucoup parce que il a un fixe qui reste confortable. 2, il a une carotte qui le motive au quotidien à aller signer des comptes. Et je trouve que cette accélération, en plus, il est hyper doué, elle est pas mal parce que pourquoi le bloquer si t'apportes plus de chiffres? Moi, s'il m'apporte plus de chiffres, je suis content qu'il gagne plus. Hein. Donc en soi, je suis content pour lui. Hein. Même s'il gagne, et franchement, même s'il gagne plus que moi, je suis content pour lui. Donc. Mais j'adore. Mais ça, ce sont vraiment les débats de chapelle, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants que ça embête en fait quand le commercial a une plus grosse voiture, gagne plus d'argent, etc. Mais s'il performe. A priori, c'est gagnant-gagnant, on est d'accord. Juste pour revenir sur le système de rémunération côté SDR, tu m'as dit que c'est aux opportunités. Ouais. Comment vous qualifiez une opportunité? Parce que dans certaines boîtes, c'est une opportunité, non, mais c'est juste un rendez-vous. Ouais. Dans d'autres boîtes, une opportunité, non, c'est vraiment un rendez-vous que l'AE a qualifié, etc. Exactement, c'est qu'il y a eu un R1, un premier meeting fait par l'AE, et l'AE a validé que c'était une opportunité potentielle pour Zelic. Et donc là, ça passe en opportunité. Comment on s'assure que les gens ne grugent pas dans ce genre de système? Surtout quand c'est un binôme. Alors après, t'as des revues de pipe. Okay. Où tu peux un peu regarder. Franchement, je suis sûr, ils ont triché là de temps en temps. Franchement, je les vois les filous là, c'est sûr. Mais non, je pense qu'on est passé à la trappe sur certains meetings. Après, moi, il y a une certaine confiance, mais oui, je pense que parfois ils ont du mytho un petit peu. Hein. Ouais, puis après, mais après la fin, c'est le chiffre et le chiffre quand il est là, ça se voit donc. Tu le vois sur le long terme, mais après oui, on est passé à la trappe certainement sur certains meetings. Ok. Donc il y a des revues de pipe. Les revues de pipe, elles sont organisées. C'est quoi? C'est toutes les semaines lors des réunions commerciales. Ouais, toutes les semaines, t'as une revue de pipe entre les AE et le directeur commercial où on regarde les différents stages, donc les différentes étapes et où est le deal. Et donc on va challenger le montant. Est-ce que c'est un verbal agreement? Est-ce qu'il est sous conditions juridiques? Où on en est en tout cas, et avoir toute la compréhension, est-ce qu'il y a une aide à apporter sur un deal pour l'aider à le signer ou pas. Et donc on fait cette revue toutes les semaines. Mais moi j'y participe pas souvent. T'es complètement sorti de l'organisation commerciale et t'as complètement délégué à Vincent. Ouais, depuis 3 mois à peu près. Ouais, donc c'est avant j'étais dedans, ouais. Et aujourd'hui j'ai mon one-to-one hebdo avec Vincent et on discute un peu du business et j'ai mes métriques au quotidien, donc j'ai mes tableaux de bord. Donc j'ai pas forcément besoin, et si je veux une information un peu plus précise, je les ping et je leur demande. Tu fais plus du tout de business? Pas en ce moment parce que j'ai pas le temps. Ok. Mais je pense que je vais en refaire. En fait, comme là, on est sur des paniers moyens qui sont aux alentours de 3, 8 000, 10 000 euros. Je pense que ma valeur ajoutée, elle est pas pour aller signer des deals à 3 ou 10 K. Et donc, je me focalise plus sur soit des top recrutements, soit de la strat, soit des connexions à faire qui nous aideront par la suite, ou la compréhension de mon marché et la vision, mais moins dans l'opérationnel. Par contre, quand on va monter sur des boîtes plus matures et plus grosses, et si on doit signer de l'enterprise, je serai dedans.
et je me mettrais dans tous les meetings pour signer de l'enterprise. Des deals à partir de, 50K, c'est ce que je sais faire. Parce que c'est ce que je signais chez Ivancy. Donc là, je me remettrais dedans. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver dans la feuille de route. Milieu d'année prochaine, ouais. Milieu d'année prochaine. Moi, je vois que vous communiquez de plus en plus, tu communiques de plus en plus en anglais sur c'est plus dur, hein. Sur les réseaux. Ah ouais? Ouais, c'est plus dur. Ouais. Alors du coup, tu me disais France, États-Unis et j'imagine l'anglais aussi pour le reste du monde. C'est quoi un petit peu tes objectifs concrets par rapport à cette internationalisation et pourquoi tu as décidé de cette internationalisation? En fait, chez Ivancy, on a fait le switch du français à l'anglais au bout de 4 ans. Et c'était hyper difficile parce qu'on n'avait jamais recruté les gens sur leur niveau d'anglais. Et donc, en fait, on a dû mettre des cours de langue en place. Les gens comprenaient pas forcément tous les pitchs. Le comité de direction, je l'ai passé en anglais, donc c'était plus compliqué. Même moi, j'avais pas le niveau. Et en fait, c'était plus dur. Et donc, ça m'a demandé beaucoup plus de travail. Et là, chez Zelic, depuis le premier jour, on parle que anglais. Dans toutes les communications. Ok. Il y a rien. Tout le monde est bilingue ici. Alors, non, parce que moi-même, je suis pas bilingue. Mais avoir une conversation professionnelle quotidienne, ouais. Facilement, quoi. Et donc, on a cette nationalité. J'ai recruté assez rapidement des étrangers. Et donc, on se doit de respecter les people dans la boîte et de parler anglais en langue numéro 1. Et donc, c'est pour ça que, en fait, ma communication sur LinkedIn, elle est également en langue anglaise, parce que c'est important que le côté interne que j'ai sur l'international soit ressenti également en externe. Bien sûr. Et donc, c'est plus dur parce que j'ai plus de réseau en France, et donc je pense que ça fonctionnerait mieux sur ma com si je le mettais en français. Parce qu'en anglais, il y a plein de gens qui me disent Dorian, je lis plus tes posts en anglais. Mais je trouve que c'est important pour moi. Donc, j'ai moins de reach, mais je pense que c'est mieux. C'est important pour une boîte de SaaS de s'internationaliser. Tu pourrais pas vivre que sur le marché francophone. Si, tu peux déjà faire une très belle boîte et un bel exit juste sur le marché francophone. Mais c'est juste que moi, ça m'excite pas. Moi, je m'en fous du marché juste français. Je veux réussir un truc mondial. En fait, c'est soit je réussis un truc de fou, soit je fais rien. Et c'est vraiment l'objectif que je me suis donné avec Zelic. Tu vois, je veux viser le milliard de valo d'ici 2028. Je pousse la boîte au maximum. Je prends un maximum de risques parce que j'ai des grosses ambitions pour Zelic et pour les équipes. Et c'est pour ça que je suis parti sur l'anglais. Quand tu dis pour les équipes, qu'est-ce que tu as en tête en fait? Déjà, tous les premiers ont des BSPCE dans la boîte. Et donc, s'il y a un vrai succès, ils peuvent également gagner pas mal d'argent. Et deuxième des choses, c'est que si Zelic devient une boîte connue et renommée, leur carrière changera. Et ils vont avoir d'autres opportunités de vie, ils gagneront beaucoup plus d'argent. Et je pense que je me dois de pousser la boîte au max pour leur faire vivre ça également. En tout cas, c'est un des objectifs que je me suis donné. Donc, je fais le max. Après, jusqu'où je vais réussir, on verra. Mais je fais le max, quoi. Ok. D'ailleurs, alors c'est assez drôle parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a fait tilter. Zelic est né en 2022. Et né en 2023. 2023. Tu m'as dit, quand j'ai pensé à un nouveau projet après Ivancy, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pendant les 8 prochaines années? Ouais. Est-ce que c'est un petit peu la roadmap que tu as en tête, les limites que tu as en tête, et après l'idée c'est de passer à un autre projet? Comment tu vois les choses? En fait, généralement, quand tu es entrepreneur, les exits se font au bout de 9 ans, 11 ans. Moi, avec Ivancy, je l'ai fait au bout de 5 ans. Donc, je pense qu'on a été bons et chanceux aussi à la fois, parce qu'il y a toujours une petite part de chance qui est minime, mais il y en a une quand même. Il faut que toutes les planètes s'alignent et tout. Et chez Zelic, en fait, aujourd'hui, j'ai des grosses ambitions parce que j'ai pas besoin d'argent aujourd'hui. Oui. Donc, en fait, je me mets pas la pression à me dire je dois revendre la boîte ou autre. Je me mets la pression à dire je dois faire un succès. Et donc, pour faire ce succès-là, moi, je l'ai estimé à 8 ans. Et donc, je me projette sur 8 ans. Okay. Dans 8 ans, j'aurais permis à l'équipe d'avoir une belle aventure. J'aurais fait quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que je serais toujours la bonne personne? Je sais pas. Si ça m'intéresse, je me ferai coacher et je grandirai en même temps que la boîte. Si ça m'intéresse plus, je passerai le flambeau à quelqu'un d'autre pour gérer ça. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai une vision à 8 ans. J'ai des grosses ambitions et des objectifs pour la boîte. Mais après 8 ans, franchement, je te mentirais de te dire ça restera mon projet phare. Potentiellement, j'aurais envie de faire d'autres choses et je le sais pas. Mais en tout cas, je suis là pendant 8 ans, je suis avec eux au quotidien et je défonce tout, quoi. Ok. C'est non mais en fait c'est vachement inspirant, mais ce qui m'impressionne c'est que tu fais ça depuis tellement longtemps. Enfin, je sais que potentiellement après Zelic, il y aura sûrement d'autres projets encore et d'autres boîtes et Ouais, mais je serai plus opérationnel. C'est mon dernier projet C'est vrai? Ouais, je veux plus être opérationnel après. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, c'est épuisant, que j'ai envie de passer du temps avec ma famille.
que j'ai de la chance d'avoir assez d'argent pour kiffer et en fait juste me remettre dans du stress et des projets ambitieux. Pourquoi? Et donc là, c'est parce que j'ai mes différents objectifs, mais la suite, si on fait un autre succès, être patron à nouveau d'une boîte et me remettre la pression, franchement, je pense pas que ça m'intéresse. Donc j'aurai des projets et je vais continuer parce que je suis actif, donc je dois faire des choses. Mais je préférais qu'il y ait des gens qui le fassent et plutôt que moi je sois chairman ou board member ou j'aide ou j'ai investi dans des projets et je mets des dirigeants, mais je veux plus être opérationnel. Même là, par exemple, quand j'ai recréé, au début c'était excitant et après quand la phase où j'avais pas les managers, je devais mettre les mains dedans, ça m'a saoulé. Parce que chez Ivancy, à la fin, moi je mettais plus les mains dedans, on était 130. Moi je gérais mon comité de direction, mais quelques recrutements, ça tournait. Et quand j'ai dû remettre les mains dedans, ça m'a saoulé. Donc est-ce que après j'ai envie de me retaper? Probablement non, surtout ça, si, ouais, je pense pas. C'est bon à savoir. Moi, je fais l'entretien vraiment de manière organique, déstructurée. J'entends beaucoup en ce moment des gens dire le cold emailing est mort, le cold calling est mort, la prospection est morte, l'IA machin. Toi, tu développes un outil en fait qui fait ça. Ouais. C'est quoi ta position sur le sujet? Je pense que tout évolue. Quand les influenceurs sont arrivés, on disait que les RP c'était mort. C'est juste qu'il y a eu une évolution du travail des RP. La prospection, l'emailing, il y a 10 ans, fonctionnait moins. Aujourd'hui, il y a 3 ans, il refonctionnait bien. Aujourd'hui, on dit que les perfs sont pas bonnes. Je pense que, en fait, il y a un sujet qualité versus quantité. Le cold calling, il y a quelques années, ça cartonnait. Je me rappelle quand on s'est lancé chez Ivancy, ça cartonnait. Il y a quelques années, après, il y a 2-3 ans, c'était un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, les boîtes s'y remettent. Il y a de plus en plus de coachs qui se mettent, qui apprennent les boîtes à faire du cold call. En fait, j'ai l'impression que c'est cyclique. Et que ça varie. C'est comme un réseau social, par exemple, on peut se dire, Facebook c'est mort. Par contre, Instagram cartonne et Facebook a racheté Instagram. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des évolutions. Et il y a des choses qui ont très bien fonctionné à l'époque, qui ne fonctionnent peut-être plus aujourd'hui, mais qui refonctionneront demain. Parce que les gens vont se dire, mais ça fonctionne plus, je me mets ailleurs. Et finalement, c'est-à-dire qu'il y a un autre trou dans la raquette qu'on peut reprendre parce que plus personne ne le fait. Et aujourd'hui, si je me trompe pas, il n'y a pas d'autre moyen de prospecter. En tout cas, d'un point de vue sales, qu'envoyer des messages LinkedIn, des mails, des vocaux, appeler, pas d'autres moyens. Il y a du marketing, donc il y a de l'inbound qu'on peut mettre en place avec du ads, de la communication, le social content. Mais je pense, selon moi, et tu vois ça, je l'avais appris dans l'influence marketing, une personne achète quand elle a vu 7 fois le produit de personnes différentes. Parce qu'en fait, t'as une personne qui publie, tu vas dire c'est pas mal. Tu vas avoir une publicité, tu vas dire c'est ok. Tu vas le revoir dans le métro, tu vas te dire ok. Et en fait, si tu veux, à force de voir ce produit-là par différents moyens, différents canaux, il va être ancré en toi. Et pour moi, la prospection, c'est pareil. Admettons que t'as prospecté, t'as pas eu ton rendez-vous, il t'a envoyé chier. On se trouve, il s'est mal levé, mais admettons qu'on t'a envoyé chier. Tu dis ok. Tu fais de l'ads. Il va voir Zelig, potentiellement. Tu fais un post LinkedIn, il va peut-être le voir. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas être ancré en lui, il va te connaître. Donc il t'a peut-être dit non aujourd'hui, mais il va te connaître. Et selon moi, plus tu touches une personne par différents moyens, plus tu réussis à obtenir ton rendez-vous. Et donc ça, c'est ma philosophie. Donc tu peux faire du branding, tu peux faire du social content, tu peux faire de l'ads, tu peux faire des événements. Mais au bout d'un moment, il t'a dans le radar. Après, c'est à toi d'être bon. Comment tu t'as organisé le lancement de Zelig? Est-ce que tu t'es dit tout de suite, je m'assure d'avoir un bon produit, puis après je balance en ads pour faire la promotion? Mais de mémoire, vous étiez peut-être sur Product Hunt, je sais plus. Ouais, exactement. Et où tu t'es dit, non mais je balance tout de suite des sales. Comment t'as organisé ça et comment t'as séquencé ça? Les ads, ça fait que 3 mois qu'on en fait. Okay. Donc c'est assez récent. On a fait une version alpha qu'on a mis sur Product Hunt, qui n'était pas terminée, mais pour voir s'il y avait de l'appétence ou pas. On a eu énormément de leads sur une plateforme qui était claquée. mais tu sais, je te dis ça, mais moi je m'étais inscrite. Et puis après je recevais des mails et puis j'essaie d'aller sur la plateforme. Et je me dis mais en fait c'est pas encore ça, tout ça. Et je m'étais désinscrite. Et je t'ai dit, je me suis réinscrite parce que j'ai des clientes qui ont besoin d'un outil comme Zelig. Et je me dis, et je suis revenue dessus. Je fais mais c'est génial et j'ai souscrit. Ah génial. Tu vois. Donc, mais je le savais. Ouais. En fait, si tu veux, les gens ils me disaient mais attends, je suis pas accepté, le produit il est pas bon. En fait, je le savais. Et même en interne, ils me disaient on en a fait trop tôt et tout. Je le savais.
En fait, le truc, c'est que moi, ce que je voulais m'assurer, c'est qu'il y a une envie. Et je savais que mon produit, il était claqué au sol. Il avait 2 mois. Ouais. En 2 mois, je pouvais, par rapport au buzz qu'on a pu faire avec la levée et le Product Hunt, je pouvais pas avoir un produit qui est exceptionnel, surtout sur un marché qui existe depuis la nuit des temps. Et donc, en fait, c'est juste que je l'ai mis en place. J'ai vu qu'il y avait énormément de demandes sur un marché qui est déjà mature, qui a un raid océan avec plein de concurrents. Et je me dis, mais Okay. le besoin est là. Tu voulais valider le product market fit, en fait. Bah ouais. Et mais quand on valide le product market fit de cette manière, qu'on a des leads et qu'il y a des déceptions, c'est pas dommage de cramer du lead du business, on perd des gens. clairement, tu perds des gens, mais regarde, 1 an après, Oui. tu nous as revus et t'es Parce revenu. que tu as continué à communiquer aussi, on m'avait parlé de toi, ok. Mais ouais, et d'où le côté communication, branding, c'est super important. Mais aujourd'hui, notre produit est extraordinaire. Le produit, franchement, il se développe super bien et il a 1 an. Donc, on est une jeune boîte, tu vois. Et pourtant, on arrive à avoir une grosse satisfaction client. On a une croissance qui est incroyable. On a fait x2 en ARR là depuis 2 mois. Donc c'est exceptionnel. Mais c'est juste que il fallait du temps. Et les gens, en fait, quand tu touches le revenu, ils veulent un outil qui soit bon. Je pouvais pas être meilleur que des boîtes qui avaient 10 ans d'existence en 2 mois. Mais je me suis validé quelque chose que j'avais envie de me prouver à moi-même. J'avais levé 5 millions. Il fallait quand même que je sois sûr que l'argent que je dépense soit sur quelque chose qui allait tenir la route. Et d'où le choix. Bah oui, j'ai cramé des leads, j'en suis conscient, mais ils reviendront. Ouais, non mais ouais, clairement, moi je suis revenu, donc sur certains outils, tu dois quand même paramétrer pas mal de choses. Ouais. C'est un peu chiant, l'expérience est super fluide sur Zelic, je tiens à le dire. Comment tu choisis le pricing? Écoute, c'est assez simple. Tu fais une étude de marché, tu regardes les différents prix qui sont proposés et tu t'adaptes et tu l'adaptes à ton produit. Donc généralement, tu as entre 3 et 4 prix. Donc tu as une version PLG, souscription automatique, donc sur le produit. Tu as une version custom où les sales vont vendre en fonction du nombre de commerciaux, mais tu as déjà des tarifs marché. Donc on n'est pas sur un marché qui est un blue océan où on doit inventer. Blue océan, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de concurrent. Où on doit inventer en fait un prix. Là, les prix existent. En fait, on prend des prix similaires et on se les adapte. Okay, c'est pas compliqué. Et je pense que ça doit être aussi intéressant dans votre cas, parce que vous êtes une plateforme qui remplace énormément d'outils. Donc, dans le discours commercial, c'est, vous voyez, vous prenez, aujourd'hui, vous utilisez tel outil, ça vous coûte 100. Si vous prenez uniquement Zelic, ça vous coûte 50. Est-ce que c'est des discours que vous utilisez ou Ouais et non. Ouais, parce que c'est vrai. Et non, parce qu'en fait, une des problématiques que tu as sur un outil comme Zelic, c'est le all-in-one. On fait beaucoup de choses. Mais on n'utilise plus ce mot all-in-one parce que les gens ont mauvaise qualité en tête parce que ça fait tout. Et en fait, aujourd'hui, nous, on est très bon sur les 2 verticales que j'ai pu mentionner avant. Et donc, en fait, on n'utilise plus ce mot-là parce qu'on est très bon et quelle que soit la verticale, on fonctionne bien. Et donc, en fait, on n'est plus à leur dire dans le discours, en fait, en soi, c'est le cas, hein, tu vas économiser, arrête ces outils-là. C'est plutôt de te dire, tu as une porte d'entrée qui est celle-là et peut-être c'est ton besoin, c'est la data. Travaille sur notre data, on est les meilleurs du marché. Et si t'es content, après, tu peux voir le reste du produit. Donc là, le discours, il est un peu différent. T'as une porte d'entrée, tu rentres et si t'es content, tu t'upsells. Dans le cadre du lancement, j'imagine que tu fais pas mal de tests. Est-ce que tu as en tête des KPI clés qu'il faut suivre pour s'assurer que ça fonctionne au moins d'un point de vue commercial? Sur l'aspect commercial. Ouais. Tu vas regarder le nombre d'appels. Sur le nombre d'appels, le nombre de rendez-vous pris. Sur le nombre de rendez-vous pris, le nombre d'opportunités. Sur le nombre d'opportunités, comment ils avancent dans ton pipeline. Entre le R1, le R2 et le R3. Le chiffre d'affaires que tu vas signer, le temps que tu as mis entre le premier appel et la signature pour avoir ton délai de closing. Après, tu peux regarder des sujets de rentabilité, combien le sales te coûte ou ton équipe commerciale te coûte versus ce que tu as signé et combien tu peux engendrer sur le mois ou sur le trimestre. Ton client, quand tu l'as signé, alors après nous on n'a pas assez d'existence, mais le churn, à quel moment il intervient, est-ce que c'est assez rentable et tu le gardes sur assez longtemps versus ce que tu as payé. Donc tu as énormément de métriques sur la partie produit, c'est à quel moment tu as une activation dans le produit ou un wow moment, le aha effect. Ensuite, quand combien de jours il met à payer, est-ce qu'il paye avant les 2 semaines de test ou après? Si il paye après, quelles sont les features qu'il a utilisées, combien de temps il est resté dans le produit. En fait, tu as énormément de data à regarder entre la partie produit et la partie sales et c'est complètement différent. Et de gérer les deux, c'est hyper compliqué. Nous, on gère les deux aujourd'hui. Donc ça demande 2 fois plus de travail, alors que certaines boîtes, elles ont un seul focus qui est PLG ou SLG. Et moi, j'ai pris la difficulté de me dire ça va être dur, mais tant pis, je crois vraiment dans les deux, quoi. Ça, c'est, je prends aussi des notes.
Donc, écoute, je pense que on a fait le tour. C'était super intéressant, super inspirant. Est-ce que tu aurais un message, toi, à passer comme ça aux gens qui écoutent les Achievers? Ouais, c'est que tout est possible. Je pense que c'est important de faire quelque chose qu'on aime. Mais s'il y a une opportunité business, même si c'est pas un secteur qui nous plaît plus que ça, je pense que ça peut être sympa d'un point de vue financier, si on arrive à se motiver. Puis la chose la plus importante, c'est l'humain, c'est l'équipe qu'on va créer et l'association qu'on va avoir. En fait, je pars vraiment du principe que tout le monde a la même idée. Tout le monde peut faire le même produit, tout le monde peut lever des fonds. La seule chose qui est compliquée, c'est de réunir les meilleures personnes au meilleur endroit et au bon moment. Que si j'ai un conseil à donner, c'est quelles sont les personnes avec lesquelles on va monter cette boîte et de qui on va s'entourer. Écoute, c'est noté, en tout cas, pour ce bon conseil. Je te remercie, Dorian. C'était super cool. Et écoute, longue vie à Zélic. Moi, en tout cas, je vais continuer à l'utiliser. Trop cool. À bientôt. À bientôt. Merci d'être arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, le partager à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, YouTube, Instagram et X. Plus vous nous donnerez de la force et plus on pourra faire de belles choses. À très vite pour un prochain épisode.